Le neurologue m'a dit, bah oui, vous voulez une voiture, c'est à 4 roues, là vous en avez plus que 3, vous allez devoir faire avec. Je suis partie dans une espèce de tunnel blanc où j'étais très bien. La tension était haute, très très haute, 21/11. Il a fallu 18 mois pour que j'ai vraiment une recherche réelle des causes. Drag Talks. Je m'appelle donc du coup Yoann Kialué, je suis cardiologue et techniquement votre cardiologue. Je vais vous laisser vous présenter déjà à la caméra pour que tout le monde vous connaisse. Bonjour, je suis Pascal, je suis devant la caméra parce que j'ai fait un AVC il y a 7 ans. Donc j'ai maintenant 64 ans et je pensais qu'il était bon de raconter mon expérience parce qu'il y a eu des lacunes dans le parcours. Voilà. Très bien. Merci encore une fois d'être là. Justement, c'est important que des personnes comme vous puissent témoigner parce que, comme on va le savoir après, vous avez eu des signes qui n'étaient pas forcément les plus connus d'accident vasculaire cérébral et la prise en charge n'était pas forcément optimale, en tout cas, elle n'était pas comme on apprend dans les livres. Et c'est important, je pense, que toutes les personnes puissent savoir, entre guillemets, comment ça peut se passer dans la vraie vie. Ok, donc c'était il y a 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement enfin, voilà, comment ça s'est passé, cet accident vasculaire, des symptômes jusqu'à avant le diagnostic? C'était une journée du mois d'août où bon, il faisait particulièrement chaud. Donc j'étais assistante maternelle, donc j'avais des journées bien remplies. J'ai toujours été quand même assez hyperactive dans ma vie. Et bon, j'avais un peu de tension parce que j'ai toujours eu de la tension. Et je me suis couchée comme d'habitude. Et en fait, au moment de m'endormir, je suis partie dans une espèce de tunnel blanc où j'étais très bien. Le temps où j'étais, sûrement pas très longtemps. Mais ce qui m'a sorti de là, c'est une sensation de bouchon de champagne qui sautait dans le cœur. Donc j'ai compris qu'il y avait eu un souci. Je me suis levée et en me levant, j'ai vu que c'était très compliqué pour marcher. Donc, je l'ai dit à mon conjoint qui m'a dit ce serait prudent d'aller aux urgences. Bon, comme j'ai toujours de la tension et quand on a beaucoup de tension, des fois c'est compliqué de ne pas être dans le flou et que c'était l'heure de se coucher. Moi, je n'ai pas voulu aller aux urgences. Malheureusement, le lendemain, la tension était haute, très très haute, 21/11. Donc mon médecin que j'ai pu consulter ce jour-là m'a dit bon, il faut aller aux urgences ou j'appelle l'ambulance. Et là, j'ai dit non, pas question, je ne veux pas attendre 12 heures, il n'y a pas moyen de la faire baisser cette tension. Donc toujours en pensant qu'il n'y avait rien eu en fait. Et il m'a dit bon, on peut essayer encore une autre molécule pour voir si ça fonctionne. Et en fait, la molécule, elle n'a pas fonctionné. Donc, il a appelé pour avoir un rendez-vous, mais bon, compte tenu de la période, le premier scanner cérébral, c'était 2 mois après. Voilà. D'accord. Donc, pendant ces 2 mois d'attente, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir vécu parce que j'étais une loque avec cette tension qui ne voulait pas descendre. Et en fait, pour marcher, je me tenais aux choses parce que j'étais dans un flou total. Voilà, j'avais plus de force. Ça, c'est important. Globalement, vous avez dit 2 choses donc, concernant vos symptômes. C'était ce tunnel blanc et la difficulté donc, de marcher, donc du coup une perte d'équilibre. Oui. Ce tunnel blanc, vous pouvez... alors, est-ce que vous vous en souvenez, mais à quoi ça ressemblait exactement? C'était une vision qui s'était floutée, c'était une vision qui s'était... il y avait une partie de la vision qui ne marchait pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti exactement? En fait, j'étais comme dans un nuage, mais bienveillant. Comme s'il y avait une lumière au bout et j'étais bien. J'ai jamais ressenti cette sensation, en fait. D'accord. Voilà. Vous vous en souvenez combien de temps elle a duré ou pas? Moi, je dirais 1 minute et demie. Ok, Ouais. très bien. Et après, donc, du coup, vous êtes levé
Et vous avez eu des pertes d'équilibre, c'est ça? Vous Ah ne oui, teniez plus d'entrée, debout? oui, je tenais plus debout. Ok. Une sensation d'être Bah, sous, comme si, d'être voilà, dos? sous, Ouais. voilà, sous le, oui. Ok. D'accord. J'ai bien compris. Et après, l'hypertension artérielle, vous aviez 21,11. Ces chiffres-là, ils ont duré pendant ces 2 mois jusqu'au scanner cérébral ou il y avait une... En fait, ça descendait de 21 à la rigueur à la 18-17. D'accord. Quand j'ai eu la molécule supplémentaire, on arrivait à stabiliser à 17, mais sans bouger, quoi, en fait. Sachant que vous disiez que vous aviez déjà un traitement antihypertenseur Oui, avant. D'accord. oui. Ok. Alors, c'est important de le savoir parce qu'effectivement, les symptômes que vous décrivez, ce n'est pas les symptômes habituels d'accidents vasculaires cérébraux. Souvent, on dit l'acronyme FAST. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais la face avec la déviation de la face et notamment de la lèvre. Vous avez le A de arm avec la possibilité de mettre, d'appréhender, d'avoir une préhension au niveau du bras, pardon, ou de bouger le bras ou la jambe. Vous avez le S avec le speech, donc du coup la difficulté pour parler. Et le T pour dire qu'il faut aller vite. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez ces symptômes et pas forcément ceux que j'ai décrits ou pas? Moi, on m'a expliqué que c'est parce que c'est arrivé à l'occipital droit. Ouais, très bien. Donc ça, c'est important parce que effectivement, enfin en tout cas, nous, quand on l'apprend en tant que médecin, c'est que l'accident vasculaire cérébral, c'est entre guillemets un signe de localisation brutal, donc un signe neurologique qui arrive brutalement. Et on s'est concentré sur l'acronyme FAST, c'est parce que, en fait, la région qui contrôle la face, le bras et le discours, c'est la région sylvienne et c'est celle qui est en tout cas le plus souvent impactée dans le cadre des accidents vasculaires. Et vous, c'est au niveau occipital, et donc du coup, l'occiput, c'est derrière, et ça contrôle effectivement la vision et parfois l'équilibre. Et donc du coup, c'est pour ça que vous avez eu ces symptômes pour l'accident vasculaire. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, il y a cet acronyme, encore une fois, je le dis, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tous les symptômes neurologiques brutaux qui sont évocateurs d'accidents vasculaires et surtout s'ils ne s'arrangent pas au bout de plusieurs minutes, avoir le réflexe d'appeler le 15. Voilà. Et vous, là, a posteriori, qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Est-ce que maintenant, pourquoi vous n'êtes pas rendu aux urgences, par exemple? C'était vraiment le temps d'attente? C'était le... Oui, c'était le temps d'attente. Et puis, en fait, comme j'ai toujours de la tension, ben, je me disais, c'est une fois de plus, mais parce que pendant 10 ans, c'était compliqué déjà de réguler la tension. Et donc, bon, je me suis dit, ben, j'ai exagéré, et puis voilà, il va bien falloir qu'elle redescende. Mais bon, mon médecin, il m'a quand même dit, quand il m'a donné la troisième molécule, que je prenais un risque, parce que pour lui, ça risque, il ne m'a pas dit, parce qu'il peut-être qu'il aurait dû me dire que c'était un AVC, il m'a dit, je suppose que c'est un AVC. Donc, un AVC, en fait, maintenant que je l'ai eu, en fait, les conséquences cognitives, on les voit pas. Enfin, on les voit pas, il n'y a que celui qui a eu. Qui a expérimenté cette... Ouais. Okay. J'ai bien compris. Donc, du coup, le scanner cérébral, vous l'avez eu 2 mois après, du coup. Oui. Vous l'avez eu dans un examen, dans un laboratoire, je pense, d'analyse, d'imagerie médicale lambda. Oui, je l'ai eu à la clinique Sainte-Marguerite, là, qui a brûlé hier, là. Ok. Et le gars, il m'a dit, normalement, on ne doit pas me faire de produits de contraste. Donc, je lui ai dit, écoutez, malheureusement, il m'a dit, non, je ne vais pas vous faire de produits de contraste. Et lui, il n'a pas eu longtemps de dire que c'était un AVC. Voilà. D'accord. Et suite à ça, j'ai pu quand même avoir un rendez-vous rapidement en neurologie à Sainte-Mus, parce que j'en connaissais un de neurologue. D'accord. Puis lui m'a fait faire les tests et il a vu que j'avais des problèmes d'équilibre. Donc il m'a dit provisoirement de marcher avec des bâtons de marche pour pas que... Et il m'avait prescrit des séances avec une kinésithérapeute et il m'avait fait aussi avec un orthophoniste, parce que lui, il a vu de suite que j'avais quand même un
problème d'encodage du matériel verbal. C'est-à-dire qu'on me posait des questions et puis ben, j'arrive pas À à processer penser l'information. voilà. D'accord. Ok, j'ai bien compris. Et ce parcours de rééducation avec donc du coup la kinésithérapie, avec l'orthophoniste, ça a duré combien de temps? Ben, en fait, la kinésithérapie, j'ai fait 10 séances, D'accord. mais l'orthophonie, en fait, je ne suis pas allée parce que je me suis rendu compte que je pouvais. C'est que quand mon cerveau était en stress, que les D'accord. mots ne sortaient pas. Il suffisait que je me pose pour, oui, pour pouvoir m'exprimer, quoi. D'accord, Voilà, j'ai bien compris. voilà, Ok, que vous preniez votre temps oui. pour processer l'information et que le discours puisse sortir plus facilement. D'accord. J'ai bien compris. Vous gardez des séquelles de cet accident ou pas? Oui. Alors, Est-ce que vous pouvez en parler? en fait, donc j'ai vu suite à ça un ophtalmologue qui a constaté que j'avais perdu de la vision latérale. Ça s'appelle quadranopsie. Cette quadranopsie, en fait, normalement, c'est en fait, c'est un peu plus que la quadranopsie, c'est presque la moitié de chaque D'accord. côté. Une Et il ne hémianopsie, du coup, comprend ok. pas pourquoi c'est les deux yeux, parce que normalement, c'est ou un ou l'autre. Mais bon, moi, en fait, c'est les deux. De ce fait, au tout début, bon, ça m'arrive encore, vu que je ne vois pas jusque-là, à peu près de chaque côté, ben, si les lieux, je ne les connais pas, ben, déjà, je me tape. D'accord. Et quand je vais dans un lieu inconnu, je me désoriente. D'accord. Donc du coup, pour que les gens comprennent, et pour que moi aussi je comprenne, donc vous avez une hémianopsie inférieure, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tout ce qui est en bas? Oui, D'accord. enfin, Ok. aux 2 tiers, en fait, sur le côté. D'accord, Voilà. ok. Très bien. Et ça, donc du coup, il y a des vraies conséquences donc, du coup, dans votre vie de tous les jours, surtout quand on a des milieux inconnus, où vous avez du mal à vous mouvoir, vous avez du mal à vous situer dans l'espace, ou quelle est Oui, la... alors je ne me situe pas dans l'espace, je n'arrive pas à me prendre des repères. D'accord, Et en fait, alors comme c'est pas le nerf optique qui a été touché, mais que c'est la liaison, enfin là où, enfin ils m'ont expliqué, mais bon, c'est la liaison jusqu'au nerf optique et qui se fait que partiellement en fait. Et du coup, quand je dois me déplacer, par exemple, je peux plus faire de vélo parce que dès que je me déplace, ben, c'est toujours flou. ok, Il n'y a qu'un marchand où c'est à mon allure. Par contre, en voiture, étant donné que mon cerveau cherche encore à voir ce que je ne peux plus voir, en d'accord, fait, ça me fait une hypertension. Et au bout d'un moment, au bout d'une heure, 1 heure et demie de voiture, je suis obligée de mettre un masque parce que ça m'épuise, quoi. ok, Ils d'accord, m'ont expliqué que c'est parce qu'il prend, comme quand on est dans une boîte de nuit, en fait, j'ai un kaléidoscope quand je roule qui arrive au cerveau, quoi. Et lui, d'accord. il n'arrive plus à Il assimiler n'arrive toutes plus à les voir. images. J'ai bien Voilà. compris. Mhm. Ok. Euh, j'ai bien compris. Ma deuxième question, c'est concernant la prévention des récidives. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place avec votre équipe pour éviter que ça revienne? Enfin, ou éviter que ça Oui. récidive plutôt. En fait, ça a été mon angoisse pendant 1 année. D'accord. Parce que c'est vrai que le cerveau, il prend un séisme. Mhm. Et ben, je me disais tous les jours, ça va. Je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé, donc ça va encore arriver. En spécifiant que donc il a fallu 18 mois pour que j'ai vraiment une recherche réelle des causes. D'accord. Parce qu'au tout début, quand j'ai vu l'angiologue, il m'a dit bah, c'est un accident, c'est comme ça arrive à tout le monde. Ok. Alors je lui ai dit mais ça va se reproduire. Il me dit non, mais ça on ne sait pas. Puis quand je posais la question en combien de temps je vais me reconstruire, ben, on ne sait pas non plus, ça dépend de chaque individu. Donc en fait, je suis repartie simplement avec une molécule pour la tension. D'accord. On m'a fait tous les examens cardiaques, une scintigraphie cardiaque. Après, on m'a vu si j'avais le foramen perméable. Ouais. Voilà, Le ça. foramen ovale perméable. Foramen, Ouais, très pardon, bien. excusez-moi. Non, je vous en prie. Et, Je suis cardiologue.
Et en fait, bon, après, j'avais un suivi Holter pour la tension, bon, suivi cœur, mais ils n'ont rien vu de probant. D'accord. Donc, suite à ça, ben, j'étais un peu encore dans le flou. Puis le neurologue que j'avais vu au départ, il m'a dit, moi, je vais essayer d'avoir un rendez-vous avec le chef de clinique de Saint-Emus, en cardio. Et en même temps, lui, parce que c'est lui qui s'occupe également, ce neurologue à Saint-Emus, de la clinique du sommeil, en fait. Il m'a dit, il faut faire le test de l'apnée. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, j'ai fait à l'hôpital. Puis bon, il y avait ça. D'accord. C'était clair. Et déjà, le chef de cardiovasculaire, là-bas, il m'a dit, ben, en fait, c'est le fait déclencheur. C'est-à-dire que, voilà, ils ont supposé que cet endroit bienveillant où j'étais, c'est parce que j'ai fait une apnée de sommeil. D'accord. Voilà. Okay. Ils pensent que c'est ça. Et puis que, bon, il y avait d'autres choses à côté. Et moi, comme j'avais un ami, parce qu'ici, c'est un peu compliqué des fois d'être bien suivi, j'avais un ami qui avait fait la même chose que moi, mais beaucoup plus jeune, qui m'a dit, en Suisse, quand on fait quelque chose comme toi, on teste les troubles de coagulation. Ouais. C'est la première chose qu'on fait. Et donc, moi, j'ai exigé qu'on me fasse le test des troubles de coagulation qui s'est révélé positif. D'accord. Voilà. Ok. Donc, du coup, vous aviez alors, effectivement plusieurs facteurs favorisants. Donc, vous aviez effectivement le facteur de risque, notamment l'hypertension artérielle, qui est la première cause d'accident vasculaire. Vous aviez le syndrome d'apnée du sommeil aussi. Donc là, actuellement, vous êtes appareillé pour ça? Oui. Ça se passe bien? Oui, très bien. Et vous aviez aussi un facteur aussi favorisant génétique, du coup, avec un facteur de coagulation qui était muté et qui favorisait les thromboses? Oui, c'est ça. Ok. J'ai bien compris. Vous avez dit une chose qui m'interpelle un peu, c'est que, notamment pour le neurologue ou pour le suivi, c'est un peu compliqué, il faut connaître des personnes pour pouvoir avoir des rendez-vous. Voilà. Vous, quel est votre ressenti sur le suivi, sur l'accès aux soins, notamment dans votre région ou en France en général? C'est quoi votre avis? Ben, en fait, c'est très compliqué. Bon, pour avoir un rendez-vous de suivi, je vous dirais franchement, donc là, en janvier, j'ai fait les 2 thrombophélites profondes. Quand je suis allée consulter à la clinique, c'était à la clinique des Lauriers parce que je n'avais pas eu d'autres rendez-vous. Donc, je suis arrivée à la clinique et j'ai dit, ben, je pense que je fais une phlébite, je ne sais pas ce que c'est, mais comme j'ai déjà fait un AVC et qu'on m'avait dit que je risquais d'avoir des thromboses encore, et donc ben là, on m'a dit non, vous faites un épanchement des synovies. J'ai dit non, je suis tombée, j'ai en fait, l'électrocardiogramme était très mauvais, j'avais de la tension, et on m'a dit non, mais vous pouvez repartir. J'ai dit non, je veux tester pour voir s'il y a des caillots. Et en fait, j'ai reçu à la maison le résultat. Il y avait déjà le double que la normale. Alors, en dédimère, je suppose. Voilà, dédimère. Voilà, je savais plus le nom. À dédimère, voilà. Et donc, suite à ça, ben, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, puisque... Et de ce fait, eh ben, j'ai dû demander à quelqu'un que je connais sur Marseille, qui est à la retraite, pour avoir une ordonnance, pour contrôler le lendemain si ces dédimères étaient plus bas. D'accord. Et en fait, j'ai expliqué mon cas au labo qui me les a fait et j'ai dit si c'est encore aussi haut ou quoi, il faut prévenir. Et là, ben, c'était 4 fois. Plus haut, d'accord. Donc, ils 4 fois plus haut, okay. Voilà. Et donc là, elle a appelé tous ceux qui me suivaient. Donc, mon médecin traitant, il a réussi que le lendemain matin à avoir un rendez-vous à la géologue. Et moi, j'ai dit à sa secrétaire, si à 17h, je n'ai pas de rendez-vous nulle part, j'appelle le SAMU, je leur montre l'ordonnance, les résultats d'analyse, et je pars avec eux. Parce que, bon, une fois, je pense que ça suffit, voilà. Et donc, ben, ils sont venus me chercher. Et là, oui, là, franchement, là, j'étais super bien pris. Voilà, là, oui.
Mais bon, il a fallu que ce soit quand même moi qui tire la sonnette d'alarme. Il y a eu la première expérience. Donc, J'ai bien compris. Vous avez dû quand même un peu batailler. oui, un peu. Quel est votre ressenti, sans faire de débat existentiel, mais est-ce que vous pensez que c'est normal? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, enfin, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer votre prise en charge? Ben, en fait, là, moi, j'aurais aimé que mon précédent cardiologue et mon médecin traitant se mettent en rapport et que un des deux, là, oui, me fasse rentrer, puisqu'ils n'arrivaient pas à avoir là, le rendez-vous avec l'angiologue, qu'ils me fasse rentrer aux urgences parce que sinon, il faut se justifier chaque fois alors que, bon, on a quand même eu un précédent. C'est ça qui m'a gênée là. D'accord. C'est parce que j'avais eu un précédent et qu'il n'y avait pas un suivi. Je pense que quand on a une ALD comme moi, il faut quand même une coordination. Voilà. Après, normalement, c'est ce que on est censé faire, sans mettre en cause vos anciens professionnels, mais c'est ce que le gouvernement et le système de santé essayent de mettre en place. Mais malheureusement, à cause notamment de ce désert médical, les entrées sont de plus en plus rares et de plus en plus chères. Et par faute de temps, par faute de moyens, par faute de ressources humaines, parfois c'est un peu compliqué, mais je suis d'accord avec vous. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'avec cet examen de DLIMER, qu'on vous oriente soit vers un professionnel libéral qui ait de la place, ou soit via les urgences, qui normalement auraient dû avoir l'angiologue pour faire le diagnostic de phlébite. Mais là, effectivement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez un peu bataillé par vous-même et tout, et je ne pense pas que ça soit normal. En tout cas, il n'y a pas eu de séquelles sur cette phlébite? Non, non. Après, la dernière chose que je voulais aussi échanger avec vous, c'était concernant, vous avez parlé des troubles psychologiques et cognitifs suite à votre accident vasculaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Parce que effectivement, il y a, en tout cas, c'est ce que tout le monde met en avant, c'est le côté potentiellement handicap de l'accident vasculaire, pour ceux qui ne peuvent plus trop bien parler, pour ceux qui ne peuvent plus trop bien se mouvoir. Mais vous avez parlé de séisme, vous avez parlé de mots forts. Quel était votre ressenti, vous, par la suite, et comment vous vous sentez maintenant? Maintenant, je me sens bien, mais je suis sans arrêt rappelée. Il me rappelle à l'ordre, en fait. Il me rappelle à l'ordre parce que je sais qu'après, le chemin qui a été brûlé, ou je ne sais pas comment on peut dire dans le cerveau, il se reconstitue à côté. Mais il est fatigué. En fait, le neurologue m'a dit, oui, vous voulez une voiture, c'est à 4 roues, là, vous n'en avez plus que 3, vous allez devoir faire avec. D'accord. Et c'est ce qui se passe au réel. Au réel, d'accord. C'est-à-dire que rapidement, j'ai été en invalidité, parce qu'au bout de 2 heures de tâche, quelle que soit la tâche, c'est un peu compliqué. Parce que pour aller de A jusqu'à G, il faut passer par B, C, D. Et moi, des fois, il loupe des lettres. Voilà. Et en fait, je ne peux pas lire et retenir. C'est-à-dire, je peux lire des articles dans les magazines, quel que soit le thème. Mais prendre un roman comme avant, c'est pas possible. C'est trop fatigant et il ne suit pas l'histoire. Voilà. D'accord. Je pense que c'est important que vous le dites parce que, effectivement, quand on vous regarde comme ça, on n'a pas forcément l'impression que vous avez cet handicap, parce que du coup, il est plutôt intérieur au niveau de la vision et tout. Mais malheureusement, l'accident vasculaire, c'est la première cause d'handicap en France. Et en fait, vous montrez très bien que en fait, tous les jours, vous avez en tout cas un phénomène ou un moment qui vous rappelle que vous avez fait un accident vasculaire. Et ça, globalement, vous arrivez maintenant à bien le vivre ou vous avez toujours un peu de rancœur ou de choses particulières? Non, de rancœur, j'en ai pas. En fait, quand on m'a fait les tests cognitifs, alors là, il a fallu attendre 2 ans pour faire les tests cognitifs à l'hôpital de Saint-Emus. Elle a vu qu'à part un problème, oui, d'encodage du matériel verbal, j'avais pas trop. Il se mettait en stress pour tout et pour rien. D'accord. Donc, ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure,
Elle m'a arrêté les tests. Elle a vu que finalement, ça allait, mais qu'il ne fallait pas le stresser, quoi. Donc, ben, c'est ce que je fais à longueur de journée. Il Ok. faut que je varie ce que je fais. Après, le sport, ça apporte beaucoup de zénitude. Donc, la première chose que je fais pour moi le matin, c'est du sport. Et le soir, quand je vais avant de me coucher, il faut que je vais dans la nature. Enfin, voilà, c'est le début de ma journée et la fin, il est pour moi, il est pour mon cerveau. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous aviez des choses à dire ou vous avez des choses à dire à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écouteront sur la pathologie, sur l'accident vasculaire, sur la prévention ou sur d'autres choses? Je vous en prie, vous avez carte blanche. Ben, je pense qu'il est important de plus écouter les symptômes parce que ben, y en a qui sont plus graves et on a tendance à les sous-estimer. Et aller aux urgences, même si c'est des fois compliqué, mais il faut le faire. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut pas tarder parce qu'après c'est trop la galère pour aller au bout du chemin médical, quoi. Voilà. Ouais, je pense que c'est important. Si je peux me permettre, effectivement, il y a parfois des symptômes qui sont clairement inhabituels, qui peuvent en fait évoquer des choses graves. Moi, en tant que cardiologue, je pense à la douleur thoracique qui parfois est trop souvent négligée. Il y a encore trop de patients qui, parce qu'il y a effectivement du temps d'attente aux urgences, négligent ces douleurs dans la poitrine, alors que ça peut être un infarctus, ça peut être une crise cardiaque. Donc, encore une fois, c'est ce que je leur dis, vaut mieux aller aux urgences ou appeler le 15 pour rien devant une douleur inhabituelle, plutôt que passer à côté d'un infarctus et avoir un handicap à vie avec une insuffisance cardiaque ou d'autres choses. Et je pense que c'est pareil pour l'accident vasculaire cérébral. On connaît effectivement les signes avant-coureurs, mais tous signes neurologiques inhabituels. Je pense très loin à des troubles visuels qui durent, je pense à des diplopies, je pense à des choses un peu bizarres sur le plan neurologique. N'hésitez pas à aller aux urgences ou appeler le 15, ne serait-ce que pour avoir un avis médical. C'est méga important. Merci. Pascal, je me permets, pour Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous en prie. En tout cas, c'était très enrichissant. En tout cas, pour ma part, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre d'échange avec les patients. C'est effectivement, je m'occupe beaucoup du côté médical, mais là, on a parlé de beaucoup de choses et merci d'avoir partagé. Si jamais vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le dire et liker et abonnez-vous, que ce soit sur toutes les chaînes de podcast ou sur YouTube. Salut!